J'avais 68 ans le soir où mon fils m'a regardé dans les yeux et m'a dit « Si tu ne veux pas aller en maison de retraite, tu n'as qu'à quitter cet appartement. » Ce soir-là, c'était un vendredi de novembre. Il pleuvait sur Lyon, une pluie fine et froide qui collait aux vitres du salon, et j'entendais les trams passer sur le cours Gambetta, comme je les avais entendus passer pendant 40 ans. Mon café était froid sur la table basse. Je ne l'avais pas bu. Je regardais mon fils, Sébastien, 42 ans, ce garçon que j'avais porté dans mon ventre, que j'avais allaité, que j'avais emmené à l'école primaire de la rue Duquesne par tous les temps, ce garçon pour qui j'avais vendu ma maison, et je me demandais comment on arrivait là. Comment une femme qui a tout donné peut se retrouver à 68 ans à entendre son fils lui dire de partir. Et il n'était pas seul, bien sûr. À côté de lui, Nathalie, sa compagne depuis 4 ans, le regardait avec un sourire qui ne cherchait même plus à se cacher. Elle avait croisé les bras sur sa poitrine et elle attendait que je réponde. Elle attendait que je pleure, que je supplie, que je m'effondre. Ce qu'elle ne savait pas encore, ce qu'aucun des deux ne savait, c'est que ce soir-là, je n'avais pas pleuré. J'avais regardé mon fils, j'avais regardé cette femme à côté de lui, et j'avais fait quelque chose que je n'avais jamais fait de ma vie. J'avais souri, un tout petit sourire, intérieur, presque invisible, et j'avais commencé à compter. Pour comprendre ce qui s'est passé ensuite, il faut que vous sachiez qui j'étais avant ça. Je m'appelle Monique Ferrand. J'ai travaillé pendant 37 ans comme secrétaire de direction à la Caisse d'épargne Rhône-Alpes, d'abord dans une agence du 7e arrondissement de Lyon, ensuite au siège régional de la Part-Dieu. 37 ans, 148 trimestres de cotisation à la sécurité sociale. Quand je suis partie à la retraite en 2019, j'avais une pension de 1 740 € net par mois, une mutuelle correcte et une maison à Caluire et Cuire que j'avais achetée avec mon mari Bernard en 1992 pour 82 000 francs, soit à peu près 12 500 € au taux de conversion. Bernard est mort en 2007 d'un infarctus dans les escaliers du parking de la clinique du Parc. Il avait 59 ans, j'avais 51 ans. Je me suis retrouvée seule avec Sébastien, qui en avait 25, et avec cette maison à Caluire. La maison faisait 140 mètres carrés, avec un jardin de 320 mètres carrés planté de rosiers et d'un vieux cerisier que Bernard avait taillé pendant 20 ans avec une précision d'horloger. Quand le notaire avait fait l'estimation en 2019, il m'avait dit que la maison valait 360 000 €. 360 000 € pour une maison que j'avais payée l'équivalent de 12 500 €. 40 ans de marché immobilier lyonnais, 40 ans de soins, de peintures refaites, de volets réparés, de jardins entretenus. C'était mon bien. C'était ma sécurité. C'était la preuve concrète de ce que ma vie valait. Et puis, il y a eu Sébastien. Et puis, il y a eu la maladie. En octobre 2021, mon fils a appris qu'il avait une tumeur bénigne au cervelet qui nécessitait une intervention chirurgicale. Le mot bénigne n'empêchait pas l'opération d'être risquée, longue, coûteuse. Le médecin lui avait expliqué qu'il y avait une technique disponible en Suisse, une clinique à Genève qui pratiquait une chirurgie guidée par robot avec des résultats statistiquement supérieurs au centre français. Le devis était de 85 000 €. La sécurité sociale en remboursait 30 000. Il manquait 55 000 €. Sébastien m'a appelé un dimanche soir, en novembre 2021. Il pleurait. Il m'a dit « Maman, je ne sais pas quoi faire. » Et moi, j'ai fait ce que toutes les mères font quand leur enfant pleure. Je lui ai dit « Ne t'inquiète pas, je vais trouver ». J'ai vendu la maison de Caluire et Cuire en janvier 2022 pour 345 000 €. Après remboursement du petit prêt immobilier qu'il restait, après les frais de notaire, après tout, j'avais en main 288 000 € net. J'ai donné 55 000 € à Sébastien pour compléter le remboursement de la sécurité sociale. L'opération a eu lieu à Genève en mars 2022. Elle a réussi. Sébastien était guéri. Et moi, j'avais vendu la maison de ma vie. J'avais vendu le jardin de Bernard. J'avais vendu les rosiers et le cerisier. Nathalie était entrée dans la vie de Sébastien en janvier 2021, 10 mois avant le diagnostic. Je me souviens très précisément de la première fois que je l'ai vue. Sébastien me l'avait présentée lors d'un déjeuner chez lui, un dimanche de février, dans son appartement du quartier Guillotière. Il avait préparé un poulet rôti avec des pommes de terre sautées, comme je lui avais appris. Nathalie était arrivée avec un bouquet de fleurs et une bouteille de Côte du Rhône.
Elle était grande, mince, avec des cheveux châtains coupés courts et une façon de parler qui m'avait immédiatement mise mal à l'aise, bien que je n'aurais pas su expliquer exactement pourquoi. Un malaise diffus. Quelque chose dans la façon dont elle occupait l'espace, dans la façon dont elle regardait Sébastien quand il parlait de moi. Une attention trop soutenue, comme si elle prenait note. Elle m'avait vouvoyé ce jour-là, avec une politesse qui sonnait trop appliquée, trop calculée. « Vous avez travaillé longtemps à la caisse d'épargne, Monique? Comment se passe la retraite? Vous avez de bons amis à Lyon ?» Je lui avais répondu avec cordialité. Mais le malaise était resté. Elle venait de Villeurbanne, comme elle l'avait dit avec une légèreté affectée qui sous-entendait que ça n'avait plus d'importance, qu'elle avait depuis longtemps dépassé ses origines. Son père était conducteur de bus à la TCL, la Société de Transport Lyonnais. Sa mère travaillait à la caisse d'un Leclerc du quartier des Brosses. Nathalie avait fait des études de droit à Lyon 3, avait décroché un poste dans un cabinet de gestion de patrimoine à la Part-Dieu et avait depuis construit avec soin une persona de femme cultivée, sophistiquée, qui connaissait les bons restaurants, les bons vins, les bons mots. Elle tutoyait désormais les gens qu'elle estimait ses égaux et vouvoyait les autres avec une précision chirurgicale qui disait tout de son rapport au monde. Je n'étais pas son égal. J'étais un obstacle, un actif à gérer. Et elle avait commencé à me gérer dès le premier déjeuner, avec une patience et une méthodologie que j'ai mis trop longtemps à reconnaître pour ce qu'elles étaient. Ce que j'ai appris plus tard, bien plus tard, quand j'ai commencé à reconstituer le puzzle, c'est que Nathalie avait déjà fait la même chose avant moi. Pas une fois, 2 fois. Il y avait eu M. Delorme à Grenoble, un retraité de 65 ans dont elle avait été la compagne pendant 18 mois avant de disparaître avec l'essentiel de ses économies et sa signature sur une procuration qu'il ne se rappelait pas avoir signée. Et il y avait eu Madame Granger à Bron, la mère d'un ancien petit ami qu'elle avait progressivement isolé de ses enfants en les convainquant qu'elle perdait la tête, avant de tenter d'obtenir une mesure de curatelle qui lui aurait donné accès à sa gestion financière. Madame Granger avait eu de la chance. Sa fille cadette avait finalement percé le schéma et avait alerté un avocat à temps. Nathalie n'avait pas été poursuivie, faute de preuves suffisamment formalisées à l'époque. Mais le schéma était là, documenté, reproductible, rodé. Nathalie était ce que les psychologues appellent une manipulatrice narcissique, avec une spécialisation dans les personnes âgées ou fragilisées. Elle avait compris très tôt que les familles françaises des générations nées dans les années 50 et 60 avaient souvent un rapport particulier à la propriété immobilière. La maison ou l'appartement représentait une vie de labeur, une identité, une transmission. Toucher à ce patrimoine, c'était toucher à l'essence même de la personne. Et pour toucher à ce patrimoine, il fallait d'abord toucher à la personne. La méthode était simple. Entrer dans la vie d'un fils ou d'une fille, devenir indispensable émotionnellement, puis progressivement créer un espace entre l'enfant et sa mère, en faisant de la mère le problème, les éloigner, installer le doute, et ensuite approcher le patrimoine. Nathalie avait 40 ans. Elle n'était pas naïve. Elle savait exactement ce qu'elle faisait. Et mon fils avait été une cible parfaite, seul depuis plusieurs années, profondément attaché à moi, mais aussi porteur d'une culpabilité diffuse envers son père mort, cherchant une femme qui lui donne l'impression d'être enfin adulte et autonome. Nathalie lui avait donné tout ça, et en échange, elle avait commencé à me prendre. Les premières manœuvres avaient été subtiles, trop subtiles pour que je les identifie au moment où elles se produisaient. En mars 2021, Sébastien avait annulé notre déjeuner du premier dimanche du mois pour la première fois depuis des années, parce que Nathalie avait organisé un week-end surprise à Annecy. J'avais dit que c'était très bien, qu'il méritait de se faire gâter. En mai, il avait passé les fêtes du travail chez les parents de Nathalie à Villeurbanne, alors que depuis la mort de Bernard, nous partagions toujours ces jours-là ensemble. Il m'avait dit « Désolé maman, tu comprends, c'est important pour elle ». J'avais dit « Bien sûr, pas de problème ». En juillet, quand j'avais mentionné que j'avais des problèmes avec la chaudière de la maison de Caluire, Sébastien avait répondu « Maman, il faut vraiment que tu penses à vendre cette maison. À ton âge, c'est trop grand pour toi, tu pourrais prendre quelque chose de plus pratique. » C'était la première fois qu'il me parlait de vendre. Je n'y avais pas prêté attention. Ou peut-être que si, quelque part. Mais je n'avais pas voulu le nommer. En septembre 2021, Nathalie avait commencé à venir au déjeuner du dimanche. Au début, je l'avais accueillie chaleureusement.
Je faisais un gratin dauphinois, un poulet fermier, parfois une tarte aux myrtilles, parce que Sébastien les adorait depuis l'enfance. Nathalie mangeait en faisant des compliments mesurés. Du genre « c'est très bon, Monique, très traditionnel », comme si traditionnel était un compliment et une condescendance simultanément. Elle avait commencé à suggérer des restaurants à la place, des adresses dans le Vieux-Lyon ou à la Croix-Rousse, des endroits modernes et branchés où Sébastien et elle allaient en semaine. Pour changer, tu sais, maman, ce n'est pas que ton gratin ne soit pas bon, c'est juste que ça ferait du bien de sortir. J'avais dit oui, bien sûr, comme vous voulez, et les déjeuners du dimanche avaient commencé à glisser, une fois par mois, puis une fois toutes les 6 semaines, puis moins. Pendant ce temps, les appels téléphoniques de Sébastien changeaient de texture, moins spontanés, plus courts. Quand il m'appelait, il avait souvent l'air pressé, ou il y avait la voix de Nathalie en arrière-plan qui disait quelque chose et il répondait « Attends 2 secondes avant de me revenir ». Et progressivement, il avait commencé à utiliser des formulations que je ne lui connaissais pas, des formulations qui avaient le goût de quelqu'un d'autre dans la bouche. « Maman, tu exagères un peu. Maman, tu as tendance à dramatiser. Maman, Nathalie dit que tu prends trop de place dans nos décisions. » Ce dernier, un soir de novembre 2021, le mois où il allait apprendre le diagnostic, avait été le premier à vraiment me faire mal. Prendre trop de place. 42 ans. Mon fils, mon seul enfant, me disant que je prenais trop de place. J'avais raccroché, j'étais allée dans le jardin sous la pluie et j'avais regardé le cerisier de Bernard pendant longtemps. Et j'avais senti, pour la première fois distinctement, que quelque chose se préparait. Je ne savais pas encore quoi exactement, mais je l'avais senti dans les os. Si vous avez déjà traversé quelque chose de semblable, si vous avez déjà senti que la personne que vous avez mise au monde commençait à vous regarder comme un problème à résoudre plutôt que comme une mère à aimer, vous savez ce que j'ai ressenti ce soir-là dans ce jardin. Vous savez le froid qui n'a rien à voir avec la température. Continuez à regarder, parce que ce que j'ai fait ensuite, personne dans cette famille ne l'avait prévu. Pas Sébastien, pas Nathalie. Et si vous pensez que c'est l'histoire d'une femme qui a souffert et qui a fini par pardonner, vous ne connaissez pas encore Monique Ferrand. Laissez-moi la chance de vous la présenter vraiment. Likez cette vidéo, abonnez-vous, parce que ce qui vient mérite d'être vu jusqu'au bout. Revenons à janvier 2022. J'ai vendu la maison. J'ai donné l'argent à Sébastien. L'opération a réussi en mars. Et en avril 2022, une fois la convalescence terminée, une fois que mon fils marchait à nouveau normalement, une fois que la peur était passée et que j'avais rempli ma part, Nathalie a commencé la 2e phase. Parce qu'il y avait une 2e phase. Je l'ai compris rétrospectivement. La maladie avait été une opportunité. Elle l'avait compris avant moi, ou peut-être même avant que Sébastien soit diagnostiqué, je ne sais pas, mais ce qui est certain, c'est qu'elle a su utiliser la vente de la maison pour poser les bases de ce qui allait suivre. Voilà comment. J'avais vendu ma maison et j'avais besoin de me reloger. Sébastien avait un appartement en copropriété dans le quartier Guillotière, qu'il avait acheté en 2015 avec un prêt immobilier dont il lui restait 7 ans à payer. 106 mètres carrés, 4e étage, avec une vue sur la cour intérieure et le bruit de la rue en fond permanent. Il m'avait proposé de venir y vivre le temps de trouver autre chose. Ou peut-être c'est Nathalie qui avait proposé, par l'intermédiaire de Sébastien. Je ne saurais plus dire. J'avais accepté parce que j'avais 66 ans, que je venais de vendre ma maison, que mon fils sortait d'une opération au cerveau et que j'avais besoin de quelques mois pour souffler et réfléchir à la suite. J'avais pris une chambre dans cet appartement et j'avais commencé à payer un loyer à Sébastien, 800 € par mois, ce qui était en dessous du marché lyonnais pour une chambre dans ce quartier, mais restait une contribution que je considérais juste. J'avais emménagé en mai 2022. Ce qui a commencé à se passer entre mai et novembre 2022 est difficile à nommer clairement, parce que ça ne ressemblait à rien de précis. Ça ressemblait à du brouillard, ou à une eau qui monte très doucement, trop lentement pour qu'on remarque qu'on a déjà de l'eau jusqu'aux genoux. Nathalie passait de plus en plus de temps dans l'appartement de Sébastien, ce qui était normal, c'était son compagnon. Mais elle avait commencé à changer des choses. Petites choses d'abord. Elle avait remplacé le savon dans la salle de bain que je partageais avec la cuisine. Elle avait réorganisé les placards de la cuisine en mettant mes affaires dans un seul placard en bas à droite, un peu difficile d'accès, en disant que c'était plus pratique. Elle avait commencé à faire les courses sans me consulter, puis à me faire remarquer que j'avais consommé telle ou telle chose qu'elle avait achetée.
Elle avait installé sur la porte de sa chambre un petit tableau blanc avec des règles de maison. Ne pas déranger après 22 heures, garder le volume de la télé en dessous de ce niveau. C'était chez Sébastien. C'était mon fils qui avait signé l'acte d'achat de cet appartement. Et il laissait faire. Il baissait les yeux quand j'essayais de croiser son regard. Il disait « Maman, ce sont des petites choses, détends-toi ». Il disait « Nathalie, essaie de bien faire ». En juillet 2022, Nathalie m'avait suggéré de façon très douce, très civilisée, lors d'un café du matin où j'avais fait l'erreur d'être dans la cuisine quand elle s'était levée, qu'il serait peut-être temps pour moi de penser à un logement plus adapté à mes besoins, un appartement plus petit, plus facile à entretenir. Elle avait mentionné les résidences-services pour seniors. Vous savez, ces résidences où vous avez votre appartement, mais avec des services mutualisés, c'est très bien pour une femme active comme vous. J'avais 66 ans, j'étais en bonne santé, je marchais 40 minutes tous les matins le long du Rhône. J'avais ma tête et mes jambes. Et cette femme me parlait de résidence-service pour seniors comme si j'avais 85 ans et une fracture du col du fémur. J'avais souri, j'avais dit j'y réfléchirais, et j'étais retourné dans ma chambre. Sur le parquet qui craquait, dans cette chambre qui sentait la vieille peinture et un peu le renfermé parce que la fenêtre donnait sur un puits de lumière intérieure. Et j'avais sorti un petit cahier à spirale bleue que j'avais acheté le mois précédent et j'avais noté « 19 juillet 2022 ». Nathalie suggère résidence senior. Sébastien présent. Sébastien n'a rien dit. J'avais commencé ce cahier en juin 2022. Je notais tout. Pas de façon hystérique, pas de façon obsessionnelle. Simplement, avec la précision d'une ancienne secrétaire de direction qui sait que les documents comptent, que les dates comptent, que les faits consignés par écrit ont un poids que les souvenirs n'ont jamais. La date, ce qui s'était passé, qui était présent, ce qui avait été dit, si possible avec les mots exacts. J'avais maintenant 47 pages de ce cahier. C'était ma police d'assurance. Septembre 2022. Je rentrais du marché de la Croix-Rousse un samedi matin, avec mes 2 sacs en toile, des tomates d'Ardèche, du comté affiné et une baguette tradition encore tiède de la boulangerie Péroud que je fréquentais depuis mes débuts dans le quartier. J'avais la clé dans la serrure quand j'avais entendu des voix. La voix de Nathalie et la voix de Sébastien. Ils ne savaient pas que j'arrivais. La porte était entr'ouverte parce que le mécanisme était parfois capricieux. J'avais entendu Nathalie dire « Elle ne partira pas d'elle-même. Il faut qu'on soit plus direct. » Et j'avais entendu Sébastien répondre « Oui, je sais. » J'avais attendu 2 secondes dans le couloir, les sacs dans les mains, les tomates qui sentèrent le soleil et la terre même en septembre. Puis j'étais entré normalement. J'avais posé mes affaires. J'avais dit bonjour. Il m'avait répondu bonjour avec des sourires parfaitement calibrés. Je n'avais rien montré. Mais le soir même, j'avais ajouté une nouvelle note dans mon cahier. Et j'avais cherché sur Internet les coordonnées de maître Isabelle Vernet, avocate spécialisée en droit de la famille et protection des personnes âgées, dont une amie de la Caisse d'épargne m'avait parlé 2 ans auparavant dans un contexte différent. J'avais pris rendez-vous pour le mercredi suivant. Maître Vernet avait son cabinet rue Auguste-Comte, dans le 2e arrondissement de Lyon, au 3e étage d'un immeuble haussmannien dont l'escalier en pierre bleue du Beaujolais sentait un mélange de cire et de papier ancien. Je n'oublierai jamais l'odeur de ce cabinet. Elle m'avait reçu un mercredi matin de septembre 2022 dans un bureau avec une fenêtre donnant sur les toits. Une femme d'environ 55 ans, des cheveux gris coupés au carré, des lunettes rondes, une façon d'écouter qui donnait l'impression que chaque mot que vous disiez était pesé et rangé à sa juste place. Je lui avais tout expliqué en 1h30. Elle avait pris des notes sans m'interrompre. Quand j'avais fini, elle m'avait dit « Madame Ferrand, vous avez très bien fait de venir. Ce que vous décrivez correspond à un schéma que je connais. Ce n'est pas dans votre tête. Ce n'est pas vous qui dramatisez. Et votre cahier est un début excellent. Maintenant, voilà ce que je vous recommande de faire dans les prochaines semaines. » Ce qu'elle m'avait recommandé était simple et méthodique. D'abord, continuer le cahier avec la même rigueur, en ajoutant si possible des témoins chaque fois que c'était possible. Ensuite, rassembler tous les documents liés à la vente de la maison de Caluire, au don des 55 000 €, aux conditions de mon installation dans l'appartement de Sébastien. Ensuite, consulter discrètement le notaire qui avait géré la vente de la maison, Maître Godard à Caluire, pour vérifier que tous les actes étaient en ordre et qu'il n'y avait pas eu de manipulation sur les documents de la vente. Enfin, elle m'avait demandé de ne rien changer dans mon comportement visible.
Continuer à vivre normalement. Continuer à payer le loyer. Continuer à sourire au café du matin. Parce que si Nathalie sentait qu'elle avait été détectée, elle accélérerait. Il fallait la laisser croire qu'elle progressait selon son plan. J'avais fait tout ce que Maître Vernet m'avait dit. Chaque chose à son heure, méthodiquement, comme j'avais géré les dossiers de la caisse d'épargne pendant 37 ans. En octobre 2022, j'avais rappelé Maître Godard à Caluire, qui m'avait reçu une fin d'après-midi entre deux rendez-vous. Il était grand, maigre, avec des gestes précis de chirurgien du droit. Quand je lui avais expliqué pourquoi je venais, il avait froncé les sourcils et sorti le dossier de vente. Il m'avait dit que tout était en ordre de son côté. Mais il avait ajouté quelque chose qui m'avait fait froid dans le dos. Quelques semaines après la vente, quelqu'un avait demandé en son nom par téléphone si des changements avaient été faits à mon testament. Son assistante avait répondu que les testaments n'étaient pas de son ressort, mais que je n'avais de toute façon aucun testament chez lui. Il ne savait pas qui avait appelé. Mais il avait l'intuition que ce n'était pas moi. Il avait raison. Ce n'était pas moi. J'avais noté cela aussi, avec la date approximative de l'appel que Maître Godard avait pu retrouver dans son agenda. Et j'avais ajouté une deuxième ligne dans ce paragraphe du cahier. Qui avait intérêt à connaître l'état de mon testament avant ma mort? Novembre 2022. La scène que je vous ai décrite au début. Sébastien, Nathalie, le salon de l'appartement Guillotière, la pluie sur Lyon, mon café froid. Si tu ne veux pas aller en maison de retraite, tu n'as qu'à quitter cet appartement. C'était le vendredi 11 novembre. Je me souviens parce que c'était l'armistice, et que les trams passaient moins souvent ce jour-là. Ils s'étaient mis à deux contre moi. Sébastien avait dit que ça ne pouvait plus durer, que j'occupais une chambre dont ils avaient besoin, que Nathalie voulait transformer cet espace en bureau pour travailler depuis chez elle. Il avait utilisé le mot bureau comme si ma présence dans cette chambre était une anomalie administrative. Nathalie avait ajouté avec ce sourire que j'avais appris à lire comme un scalp. De toute façon, Monique, vous méritez quelque chose d'adapté à votre âge. Les résidences-services sont vraiment très bien maintenant. Vous aurez votre indépendance. Mieux qu'ici. J'avais 68 ans. 87 ans de bonne santé devant moi, statistiquement, peut-être. Et cette femme me donnait 2 semaines pour trouver une résidence de vieux. 2 semaines. À moi, Monique Ferrand, qui avait vendu ma maison pour payer l'opération de son fils. Je les avais regardés tous les deux. J'avais pris mon café froid. J'en avais bu une gorgée. Et j'avais dit « Très bien, donnez-moi quelques jours pour m'organiser ». Sébastien avait eu l'air soulagé, ce qui m'avait fait encore plus mal que le reste. Pas d'hésitation, pas de culpabilité visible, juste du soulagement. Comme si un problème logistique venait d'être résolu. J'étais rentrée dans ma chambre. La pluie battait la fenêtre du puits de lumière. J'avais posé ma tasse et j'avais sorti mon téléphone. J'ai envoyé un message à Maître Vernet. Je crois que le moment est venu d'accélérer. Elle m'avait répondu dans les 20 minutes « Venez demain matin à 9 h ». La nuit qui a suivi, je ne l'ai pas passée à pleurer. Je l'ai passée assise à la table de ma chambre, avec mon cahier, à remettre les éléments dans l'ordre chronologique. 47 pages de dates, de faits, de mots exacts, et quelque chose d'autre que j'avais fait discrètement en octobre, quelque chose dont je n'avais parlé à personne. J'avais commandé à la CEPAM une copie de l'intégralité de mes remboursements et de mes affectations sur les 2 dernières années. Pas pour chercher une fraude médicale. Pour documenter mon état de santé parfait, ma complète autonomie, l'absence totale de tout signe de fragilité cognitive qui aurait pu justifier une quelconque mesure de protection. Parce que j'avais compris, en parlant avec Maître Vernet, que l'étape suivante dans le schéma de Nathalie serait probablement de tenter de faire établir une mesure de curatelle en arguant que je n'étais plus tout à fait apte à gérer mes affaires. C'était classique dans ce type de manipulation. Fragiliser d'abord, puis légaliser la fragilité. J'avais voulu couper cette possibilité à la racine avant même qu'elle soit tentée. Le certificat de mon médecin traitant, le docteur Lefebvre à la Croix-Rousse, qui me suivait depuis 15 ans, confirmait un état de santé parfait pour mon âge. 2 rendez-vous bilan, 2 certificats datés, rangés dans une enveloppe Kraft dans mon sac. Je les avais donnés à Maître Vernet lors de notre premier rendez-vous. Elle les avait pris en souriant légèrement pour la première fois. « Vous avez pensé à tout », elle m'avait dit. J'ai répondu « J'ai eu le temps d'y penser ». Le lendemain matin, samedi 12 novembre 2022, j'ai retrouvé Maître Vernet à 9 h pile. Le soleil s'était levé sur les toits lyonnais après la nuit de pluie, une de ces matinées froides et lumineuses d'automne qui sentent le brouillard dissous et le calcaire des façades.
J'avais pris un café allongé au bar du coin, avant de monter, seul à ma table, les deux mains autour de la tasse chaude, regardant le flux des gens qui filaient vers le marché de la place Bellecour. Gens pressés, gens libres. J'allais bientôt les rejoindre. Maître Vernet m'avait écouté me présenter avec le plan que j'avais formalisé mentalement pendant la nuit. Elle avait approuvé chaque étape, ajouté des précisions légales et m'avait annoncé qu'elle avait de son côté obtenu, via un contact au barreau de Grenoble, des informations sur l'affaire Delorme. Le retraité grenoblois que Nathalie avait manipulé 5 ans plus tôt avait finalement décidé, après beaucoup d'hésitation, de déposer une plainte formelle pour abus de confiance. La plainte était en cours d'instruction au tribunal judiciaire de Grenoble. La procureure responsable du dossier avait accepté d'entendre de nouveaux éléments si d'autres victimes ou témoins se manifestaient. Maître Vernet avait pris note, moi aussi. Mais avant que la machine légale ne s'enclenche complètement, il y avait une chose que je devais faire. Une chose urgente, concrète, irréversible. Ce même samedi matin, après mon rendez-vous chez Maître Vernet, j'avais pris le bus jusqu'à ma banque, l'agence du Crédit Lyonnais sur la place des Cordeliers, où j'avais mon compte depuis 30 ans. J'avais demandé à voir le directeur d'agence, M. Bonnet, que je connaissais depuis ses débuts comme conseiller clientèle. Je lui avais expliqué la situation en termes légaux précis, tels que Maître Vernet me les avait donnés. Il avait écouté, avait regardé l'historique de mon compte et avait exécuté 2 actions en ma présence. Premièrement, la suppression du virement automatique mensuel de 800 € que je faisais à Sébastien au titre du loyer, supprimé à compter du mois suivant. Deuxièmement, le blocage de tout changement de signataire ou d'adresse sur mon compte sans présentation physique de ma carte d'identité et confirmation avec mon mot de passe personnel. Simple, légal, irréversible sans ma présence physique. Je lui avais également demandé de noter dans le dossier client, avec la date du jour, la raison de ses demandes et mon état de lucidité parfaite au moment de les formuler. Il l'avait fait. J'avais sa signature sur un document que j'ai conservé. Ce soir-là, samedi 12 novembre, j'étais rentré dans l'appartement du Guillotière. J'avais préparé du riz au lait, lentement, en remuant sur le feu comme ma mère me l'avait appris, avec de la vanille et un peu de crème. L'appartement sentait le riz chaud et la vanille. J'avais mangé seul dans ma chambre. Et pour la première fois depuis très longtemps, j'avais eu l'impression que les choses avaient une direction claire. Pas encore terminée, loin de là, mais orientée. J'allais partir de cet appartement, oui, mais dans les conditions que j'aurais choisies. Pas dans celles qu'il m'imposait. Le dimanche suivant, 13 novembre 2022, Sébastien est venu frapper à ma porte. Il voulait parler. Nathalie était sortie faire des courses, ou du moins c'est ce qu'il avait dit. Il avait l'air fatigué, des cernes sous les yeux, quelque chose d'hésitant dans la posture qu'il n'avait pas d'habitude. Il s'était assis sur le bord du lit, tandis que je restais debout, adossé à la fenêtre. Il m'avait dit « Maman, je sais que c'est difficile. Je sais que tu as l'impression qu'on te chasse. Mais Nathalie et moi, on a besoin de notre espace. Tu comprends ?» Il avait utilisé le mot « comprends » comme si la compréhension était un service que je lui devais. J'avais dit « Je comprends très bien, Sébastien. Plus que tu ne crois. » Il m'avait regardé avec cette expression que j'avais vue apparaître progressivement depuis 2 ans. Une expression mi-coupable, mi-soulagée. Comme quelqu'un qui demande pardon mais qui espère que ça n'aura pas de conséquences réelles. Et puis, il avait dit quelque chose qui m'avait figé. Il avait dit « Nathalie pense qu'on devrait réfléchir ensemble à la succession, à la façon dont on va organiser les choses pour toi à l'avenir, pour ta sécurité. Elle connaît des gens dans la gestion de patrimoine. Elle pourrait t'aider à structurer tes avoirs de façon plus efficace. J'avais 68 ans, j'étais en pleine santé. Et mon fils me proposait de confier la gestion de mes avoirs à la compagne qui était en train de le manipuler pour me mettre à la porte. J'avais regardé Sébastien pendant un long moment sans rien dire. Puis j'avais dit « C'est gentil, je vais y réfléchir. Tu peux me laisser maintenant, j'ai une chose à finir. » Il était parti. J'avais fermé la porte et j'avais ajouté 2 nouvelles entrées dans mon cahier. La première sur la conversation du dimanche, la seconde sur la proposition relative à la succession et à la gestion de patrimoine par Nathalie. J'avais souligné cette 2e entrée 2 fois. Les semaines qui ont suivi ont été une danse. Eux croyaient qu'ils attendaient que je parte. Moi, je construisais.
En décembre 2022, j'avais trouvé un appartement à louer rue de la République, dans le 2e arrondissement de Lyon, au 6e étage avec ascenseur, 62 mètres carrés, des fenêtres qui donnaient sur les toits et sur le clocher de l'église Sainte-Nizier. 1120 € par mois, bien en dessous de mes capacités avec ma retraite. Signé en mon nom seul, sans que Sébastien ou Nathalie sachent l'adresse. J'avais déposé les clés dans mon sac. J'avais commencé à faire des petits déménagements progressifs, le mardi et le jeudi quand Sébastien était au travail et que Nathalie était censée être dans son bureau loué à la Part-Dieu. Des boîtes de livres, quelques affaires de cuisine que j'avais apportées, mes photos de Bernard rangées dans une valise Samsonite Bordeaux. Je transportais ma vie par petites portions, comme une fourmi, silencieusement. La chambre continuait à avoir l'air habité. Je continuais à payer le café du matin à tout le monde, comme si rien ne se passait. En janvier 2023, Maître Vernet m'avait appris que le notaire de la famille de Nathalie à Villeurbanne, un maître Chapuis qu'elle avait consulté à l'époque de la tentative de curatelle sur Madame Granger de Bron, avait accepté de fournir une déclaration sur ses pratiques suspectes dans ce dossier. Ce n'était pas une preuve directe contre Nathalie, mais c'était un fil. Et chaque fil menait à un autre. L'ancienne compagne de Sébastien, une femme prénommée Audrey, avec qui il était sorti pendant 2 ans avant Nathalie, nous avait contactés via un ami commun après avoir entendu parler de la situation. Elle avait raconté comment Nathalie était apparue dans leur cercle d'amis lors des derniers mois de leur relation, comment Nathalie avait progressivement distillé des doutes sur Audrey dans l'esprit de Sébastien, comment elle l'avait peu à peu isolée de ses amis d'avant pour se retrouver seul centre de son univers émotionnel. Audrey n'avait pas compris sur le moment. Elle avait compris après, quand elle avait vu le schéma se reproduire avec moi. Elle était prête à témoigner. En février 2023, Maître Vernet avait constitué un dossier complet. 116 pages. Mon cahier annoté et photocopié. Les relevés bancaires des 2 dernières années avec les mouvements documentés. Les copies de la vente de la maison de Caluire et de la donation des 55 000 €. Les certificats médicaux du docteur Lefebvre, la déclaration d'Audrey, les informations sur l'affaire Delorme à Grenoble, la déclaration du directeur d'agence, M. Bonnet, et une nouvelle pièce que je n'avais pas encore mentionnée, parce qu'elle avait pris du temps à obtenir, une copie de la procuration que Nathalie avait fait signer à M. Delorme à Grenoble, obtenue légalement via le procureur de Grenoble dans le cadre de l'instruction en cours. Cette procuration avait été rédigée par un notaire de Grenoble, Maître Huette, dont le Conseil supérieur du notariat était en train d'examiner les pratiques. Les formulations dans cette procuration étaient presque identiques à celles d'un document que j'avais vu parmi les papiers de Sébastien un matin d'octobre 2022, quand il l'avait laissé ouvert sur la table du salon. Un document que je n'avais pas eu le temps de lire entièrement mais dont j'avais photographié 2 pages avec mon téléphone avant qu'il ne revienne de la salle de bain. Ces 2 photos étaient maintenant dans le dossier de Maître Vernet, agrandi et légendé. Le document en question était un projet de procuration sur mes avoirs, rédigé à mon nom mais que je n'avais jamais signé. Il était daté de novembre 2022, 2 jours après la scène du café froid. Le samedi 4 mars 2023, je me suis levée comme tous les matins. J'avais pris ma douche, je m'étais habillée, j'avais préparé mon café seul dans la cuisine, debout devant la fenêtre qui donnait sur la cour intérieure de l'immeuble où une glycine commençait à bourgeonner contre un mur de briques. J'avais avalé mon café lentement, debout, sans m'asseoir. Je regardais la glycine. Je pensais à Bernard qui avait planté la glycine dans la cour de la maison de Caluire l'année de notre mariage, en 1982. Je pensais aux cerisiers qu'il avait taillés pendant 20 ans. Je pensais à mes rosiers que quelqu'un d'autre cultivait maintenant. Et j'avais pensé, c'est assez. On ne me prend plus rien d'autre. Ce matin-là, pendant que Sébastien dormait encore et que Nathalie prenait sa douche, la sonnette de l'appartement avait retenti à 7h50. C'était maître Étienne Marcellin, huissier de justice. Il était accompagné d'une assistante et portait une sacoche en cuir noir. J'avais ouvert la porte. Sébastien était sorti de sa chambre en pyjama, l'air hébété. Nathalie avait émergé de la salle de bain en peignoir, une serviette sur les cheveux, son visage pour la première fois sans le masque soigneusement appliqué. Maître Marcellin s'était présenté, avait expliqué qu'il venait procéder à un constat officiel requis par maître Isabelle Vernet, avocate, dans le cadre d'une procédure judiciaire en cours. Il avait commencé à inventorier l'appartement méthodiquement,
en désignant à voix haute chaque élément pertinent que son assistante notait. Les documents laissés en évidence sur la table du bureau de Sébastien. L'ordinateur portable de Nathalie, ouvert sur une page que l'assistante photographiait sans y toucher. La clé USB posée à côté du bureau. Le classeur en carton avec des documents financiers que Nathalie avait commencé à constituer et qui incluait, entre autres papiers, la copie d'un relevé de mon compte bancaire qu'elle n'avait aucune raison légale de posséder. Sébastien regardait Maître Marcellin travailler avec une expression que je n'avais jamais vue sur son visage. Pas de la colère, de la peur. Nathalie avait tenté de s'interposer, d'expliquer que c'était une intrusion, qu'elle allait appeler la police. Maître Marcellin lui avait tendu les documents l'y autorisant, signés par le tribunal, et avait continué son travail sans changer de rythme. J'avais alors fait quelque chose que j'avais répété mentalement 100 fois pendant des semaines. Je m'étais approché de Sébastien à portée de voix basse et je lui avais dit simplement « Sébastien, j'ai un dossier complet. Ce que Nathalie est, ce qu'elle a fait avant toi, ce qu'elle était en train de faire ici. Tu as le choix de coopérer avec Maître Vernet maintenant, dans les prochains jours, ou d'être associé à ce qui va se passer. Ta signature est sur des documents que tu n'as pas lus. Je te recommande d'appeler un avocat aujourd'hui. Pas pour moi, pour toi. » Il m'avait regardé. Pour la première fois depuis je ne savais pas combien de temps, il m'avait vraiment regardé. Pas avec culpabilité, pas avec soulagement, mais avec quelque chose qui ressemblait à du vertige, comme quelqu'un qui comprend subitement qu'il a marché sur une glace fine depuis des mois. Je n'avais pas attendu sa réponse. Maître Marcellin avait terminé son constat. J'avais pris mon sac, mon manteau, mon cahier et ma valise Samsonite Bordeaux qui étaient prêtes depuis 2 semaines dans le couloir, et j'avais quitté l'appartement du Guillotière pour la dernière fois. Dans les escaliers, je n'avais pas regardé en arrière. Dehors, il faisait froid et le soleil de mars était bas et blanc sur les toits de Lyon. J'avais marché jusqu'au métro, station Saxe-Gambetta. Dans la rame, assise avec ma valise entre les jambes, j'avais senti pour la première fois depuis 2 ans quelque chose que j'aurais eu du mal à nommer précisément, mais que j'ai choisi d'appeler par son nom. La liberté. Pas une liberté joyeuse et légère. Une liberté gagnée, lourde de tout ce qu'elle avait coûté, mais réelle, concrète, irréversible. Ma liberté. Personne ne me l'avait donnée. Je l'avais reprise. Dans les semaines qui ont suivi, les pièces du puzzle avaient commencé à se révéler avec une régularité qui aurait été satisfaisante si elle n'avait pas été aussi écrasante. En mars 2023, Maître Vernet avait déposé une plainte pour abus de confiance au sens de l'article 334 du Code pénal français contre Nathalie Arnoux et pour complicité contre Sébastien Ferrand auprès du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon. Simultanément, elle avait saisi le tribunal judiciaire d'une demande de mesures conservatoires visant à bloquer tout acte de disposition sur les actifs des 2 défendeurs pendant la durée de l'instruction. Le juge avait accordé ces mesures sous 48 heures. En parallèle, la procureure de Grenoble, responsable du dossier Delorme, avait intégré le dossier lyonnais à son instruction, élargissant formellement le champ de l'enquête à un schéma répété de maltraitance financière sur personnes âgées. Ce que l'instruction a révélé dans les mois suivants a été documenté avec la précision froide que j'associe aux meilleurs rapports financiers que j'avais produits pendant ma carrière à la Caisse d'épargne. Nathalie Arnoux avait ouvert, en octobre 2022, une société à responsabilité limitée sous le nom de Nat Conseil, enregistrée à l'adresse de son bureau, louée à la Part-Dieu. Cette société avait facturé des services de conseil en gestion patrimoniale à plusieurs clients dont les noms apparaissaient dans ces documents. Parmi ces clients, un nom que je connaissais très bien, Ferrand Bernard, né en 1948, décédé en 2007. Mon mari. Un mort dont Nathalie utilisait le nom pour facturer des services fictifs et créer une trace comptable fallacieuse. La société avait également émis des factures pour des services rendus à Ferrand Monique, mon nom, sur une période où je n'avais signé aucun contrat avec elle et dont j'ignorais totalement l'existence. Ces factures avaient été envoyées à une adresse mail créée à mon nom, mais dont je n'avais jamais eu les codes d'accès. Valeur totale des factures frauduleuses à mon nom, 43 800 €. Chiffre précis, chiffre documenté. Chiffre qui correspondait, à peu de choses près, à ce qu'il restait de mes économies liquides après la vente de la maison et la donation à Sébastien, une fois les frais de la nouvelle location déduits. Ce n'était pas un hasard. Nathalie avait fait ses calculs. La signature de Sébastien apparaissait sur 2 documents de la société Nat Conseil.
Il avait signé en qualité de témoin sur l'acte de création de la société. Il avait signé sur un document interne désignant un bénéficiaire secondaire des actifs de la société en cas de dissolution. Ce bénéficiaire secondaire était lui-même. Son avocat allait passer les 6 mois suivants à essayer de démontrer qu'il n'avait pas compris ce qu'il signait. Maître Vernet avait des preuves que si. Dans les échanges de messages récupérés légalement par les enquêteurs, il y avait une conversation entre Sébastien et Nathalie datant d'octobre 2022 où Nathalie expliquait très clairement l'objectif de la société et où Sébastien répondait « D'accord, je signe quand tu veux. » 3 mots, « D'accord, je signe quand tu veux. » Mon fils avait signé des documents pour déposséder sa mère, pas par ignorance, par choix. Quand l'instruction avait abouti à la mise en examen formelle de Nathalie Arnoux en juin 2023 pour abus de confiance, tentative de faux et usage de faux, et escroquerie en bande organisée au sens de l'article 333 du Code pénal, et à la mise en cause de Sébastien Ferrand pour complicité, j'étais assise dans le bureau de Maître Vernet avec une tasse de café que son assistante m'avait apportée. Le soleil de juin entrait par la fenêtre sur les toits lyonnais. Maître Vernet me lisait les chefs d'accusation. Je l'écoutais. Chaque phrase avait le poids de ce qu'il avait fallu traverser pour en arriver là. Je ne me suis pas levée pour danser. Je n'ai pas crié victoire. J'ai dit simplement « Merci, maître. C'est bien. C'est ce qui devait être. » En septembre 2023, le tribunal judiciaire de Lyon avait rendu ses premières décisions sur les mesures conservatoires. Les comptes bancaires de Nathalie Arnoux étaient saisis par voie d'huissier jusqu'à concurrence de 87 000 €, montant qui représentait la totalité des préjudices documentés, incluant les factures frauduleuses, les coûts liés à mon relogement forcé et les honoraires légaux. La société Nat Conseil avait été mise en liquidation judiciaire par ordonnance du même tribunal. Son bureau loué à la Pardieu, dont le bail courait encore 7 mois, avait été résilié pour faute grave. Le dossier de Grenoble, renforcé par les éléments lyonnais, avait abouti à une condamnation de principe de Nathalie Arnoux pour les faits concernant M. Delorme. 1 an d'emprisonnement avec sursis, 5 000 € d'amende, obligation d'indemniser la victime grenobloise à hauteur de 22 500 €. Ce jugement grenoblois avait eu l'effet d'une déflagration discrète mais complète sur la réputation de Nathalie dans son milieu professionnel lyonnais. L'autorité des marchés financiers avait été saisie pour examiner ses pratiques dans le cabinet de gestion patrimoniale où elle avait travaillé. Elle avait été mise à pied à titre conservatoire dans les 48 heures. Ses collègues, qui l'avaient côtoyée pendant des années et qui avaient toujours admiré son efficacité et son sérieux apparent, avaient appris en lisant Le Progrès un jeudi matin qu'elle était en garde à vue. Les apparences. Toujours les apparences. Pour Sébastien, la procédure avait pris une tournure moins spectaculaire, mais tout aussi concrète. Son statut de co-signataire sur les documents de Nat Conseil l'avait exposé à une responsabilité solidaire que son avocat avait négociée pendant 4 mois avec le parquet. En échange d'une pleine coopération avec l'instruction, il avait évité les poursuites pénales directes, mais avait accepté un règlement civil. Il était redevable envers moi d'une somme de 43 800 € correspondant au préjudice documenté de mon chef, remboursable sur 5 ans avec intérêts légaux. Il avait également perdu le bénéfice de ce qu'il avait espéré obtenir via Nat Conseil. Et les amis communs qui avaient appris la situation via le cercle social lyonnais, car Lyon est grande mais ses réseaux sont petits, avaient pris leur distance avec une discrétion typiquement française qui était en elle-même une forme de verdict. Il m'avait envoyé un message en octobre 2023, un message long. Il disait qu'il était désolé, qu'il avait eu tort, qu'il ne savait pas comment j'avais pu trouver la force, qu'il voulait me parler. Je l'avais lu en entier, debout à ma fenêtre de la rue de la République, au 6e étage, avec la lumière d'octobre sur les toits et le clocher de Saint-Nizier dans le fond. Je l'avais relu une 2e fois. Puis j'avais posé mon téléphone sur la table et j'avais fait ce que j'avais décidé de faire bien avant que ce message arrive. Rien. Je n'avais pas répondu. Pas ce jour-là. Pas les suivants. La porte était fermée. Pas avec violence, pas avec haine. Avec la même précision méthodique que j'avais mise à constituer le dossier de 116 pages. Sébastien avait choisi. Je choisissais aussi. Aujourd'hui, j'ai 69 ans et demi. Je vis rue de la République depuis 1 an et 2 mois. Et je pense ne pas bouger de sitôt, parce que j'ai commencé à aimer cet appartement d'un amour tranquille, le genre d'amour qui n'a pas besoin de se justifier. Le matin, je m'habille et je descends à pied jusqu'à la boulangerie Rousset,
place des Cordeliers, où Madame Rousset me prépare mon café allongé et ma tartine beurrée avec une régularité qui me convient parfaitement. Je lis le journal. Je regarde les gens passer. Personne ne me surveille. Personne ne comptabilise ma consommation de café. Personne ne me suggère des résidences seniors entre 2 bouchées de croissant. Le mardi et le vendredi, je vais au marché de la Croix-Rousse. Ce marché que je fréquente depuis 30 ans, qui sent le thym et le marc de raisin en automne, les fraises et l'ail nouveau au printemps. Je connais les maraîchers par leurs prénoms. Je sais depuis quand chacun est là. Germaine, qui vend les fromages de chèvre de la Drôme, me garde toujours un crottin bien affiné parce qu'elle sait que c'est mon préféré. C'est une petite chose, mais c'est une chose libre. Le jeudi, je rejoins le groupe de randonnée de l'association Rhône-Alpes Loisirs, dont je suis membre depuis septembre 2022, à l'époque où j'avais commencé à reconstruire ma vie sociale en dehors de l'appartement du Guillotière. On marche le long de la Saône, parfois vers les Monts d'Or, parfois en direction de Condrieu. On parle, on rit. Personne dans ce groupe ne me demande si j'ai pensé à réduire ma présence. En janvier 2024, j'ai fait quelque chose que j'avais repoussé depuis des années parce que les circonstances ne s'y prêtaient pas. Je suis allé passer 10 jours en Bretagne, à Concarneau, dans une chambre d'hôte tenue par une femme extraordinaire prénommée Armelle, qui fait elle-même son pain au levain chaque matin et dont la confiture de myrtille a le goût exact de ce que j'imaginais, quand j'étais enfant, que devrait avoir la confiture de myrtille. J'ai marché sur les sentiers côtiers sous un vent à décorner les bœufs qui sentaient l'iode et le varech. J'ai mangé des huîtres de Belon au bord d'un port dont l'eau était d'un vert si profond qu'on aurait dit qu'il inventait sa propre couleur. Et j'ai pensé à Bernard, qui aimait la Bretagne, et à lui j'ai dit tout bas « Tu vois, je suis encore là ». Et la mer répondait comme la mer répond toujours, sans s'occuper des histoires des hommes, en continuant d'être ce qu'elle est. J'ai maintenant une amie, Violette, que j'ai rencontrée dans le groupe de randonnée et avec qui je dîne parfois le vendredi soir. Violette a 62 ans, elle a été infirmière à l'Hôtel-Dieu pendant 30 ans, et elle a traversé des choses que je ne raconterai pas à sa place, mais elle a dans les yeux cette lumière particulière, des gens qui ont regardé la difficulté en face et qui ont décidé de continuer quand même. On boit un verre de Côte-du-Rhône dans son appartement de la Presqu'île et on parle des choses qui comptent vraiment. C'est ce que j'appelle maintenant la richesse de ma vie. Pas le mètre carré ou les euros. La qualité de la présence des gens autour de moi. Il m'arrive de penser à Sébastien. Je mentirais si je disais que je ne pense jamais à lui. Je lui souhaite du bien, sincèrement, avec la distance de quelqu'un qui a compris que souhaiter du bien à quelqu'un et lui laisser une place dans sa vie sont 2 choses entièrement séparables. Je lui souhaite de comprendre ce qu'il a fait, de vivre avec cette compréhension et éventuellement d'en faire quelque chose d'utile. Mais je ne l'attends pas. Je ne surveille pas mon téléphone. Je ne laisse pas la porte entr'ouverte au cas où. La porte est fermée. Ce n'est pas de la haine. C'est de la clarté. Nathalie Arnoux est jugée en première instance au tribunal judiciaire de Lyon en avril 2024. Je ne serai pas dans la salle. Mon témoignage est dans le dossier. Maître Vernet représentera mes intérêts. Je serai peut-être à ce moment-là en train de faire des crêpes à la Chandeleur avec Violette dans sa cuisine, ou de parcourir un sentier vers les Monts d'Or avec le groupe du jeudi, ou simplement de prendre mon café allongé au soleil d'hiver en regardant les gens passer sur la place des Cordeliers. La justice suivra son cours sans que j'aie besoin d'être présente physiquement pour qu'elle soit réelle. Ce que j'ai appris, moi, Monique Ferrand, 69 ans, ancienne secrétaire de direction, retraitée, propriétaire désormais d'un appartement de 62 mètres carrés, rue de la République à Lyon, peut tenir en quelques phrases simples. Le silence ne protège personne. Pas même vous-même quand vous pensez qu'il vous protège. Il ne sert qu'à donner du temps à ceux qui veulent vous nuire. La documentation n'est pas de la paranoïa, c'est de la prévoyance. Un cahier bleu à spirale peut changer l'issue d'une histoire. La loi française existe pour vous protéger, mais elle ne se met pas en marche toute seule. Il faut la connaître, il faut l'activer, il faut trouver les bonnes personnes pour vous aider à la faire fonctionner. Et ces personnes existent. Les maîtres Vernet existent dans tous les barreaux de France. Les associations de défense des droits des personnes âgées existent dans toutes les villes. Les huissiers de justice, les notaires honnêtes, les directeurs d'agences qui prennent le temps d'écouter, ils existent, il faut les chercher. Aimer son enfant n'oblige pas à tout accepter de lui. L'amour n'est pas une obligation de soumission.
Et 68 ans n'est pas une fin. C'est un âge où on a assez d'expérience pour ne plus se laisser définir par ceux qui cherchent à nous réduire. Et puis, la dernière chose, la plus simple et peut-être la plus difficile à accepter, le pardon n'est pas une condition de la liberté. Je n'ai pas pardonné à Sébastien, je n'ai pas pardonné à Nathalie, et je suis libre, je suis heureuse. Ces deux faits coexistent sans contradiction et sans honte. On peut souhaiter que quelqu'un porte les conséquences de ses actes, on peut refuser de laisser entrer à nouveau dans sa vie quelqu'un qui vous a trahi, et on peut en même temps boire son café allongé au soleil du matin en regardant les toits de Lyon avec quelque chose qui ressemble à de la paix, peut-être même à de la joie. Ce matin, en partant de chez moi pour aller à la boulangerie Rousset, j'ai croisé dans le hall de l'immeuble Madame Bourgeois, ma voisine du 4e, une femme de 75 ans qui revenait de sa promenade matinale avec un bâton de baguette sous le bras et des yeux brillants de quelqu'un qui a décidé depuis longtemps d'être heureuse. Elle m'a dit « Bonjour Monique, belle journée ». J'ai répondu « Belle journée Marcel ». C'était vrai, c'était une belle journée. Froide, claire, avec ce ciel de janvier qui fait les toits de Lyon d'un gris bleu presque violet avant que le soleil n'ait fini de monter. Une belle journée que je n'avais à partager avec personne qui ne la méritait pas. La glycine repoussera ce printemps dans la cour de quelqu'un d'autre. Mais la mienne, celle que j'ai plantée en mars contre le mur de la cour intérieure de la rue de la République, avec un tuteur et de la terre achetée au marché aux fleurs du boulevard de la Croix-Rousse, a déjà ses premiers bourgeons. Je l'ai regardée ce matin depuis ma fenêtre, petite encore, mais vivante, obstinément vivante. Si cette histoire vous a traversé, si vous vous êtes reconnu dans ce que j'ai décrit, ou si vous avez quelqu'un près de vous qui traverse quelque chose de semblable, sachez qu'agir est possible, que les instruments existent, qu'une avocate comme Maître Vernet n'est pas une exception. Des professionnels compétents et engagés existent dans chaque ville de France. Sachez aussi qu'attendre que les choses s'arrangent d'elles-mêmes n'est pas de la sagesse. C'est un cadeau fait à ceux qui vous font du mal. Dites-moi d'où vous regardez cette vidéo. Paris, Lyon, Marseille, Toulouse, ou peut-être depuis Montréal, ou Bruxelles, ou Dakar. Les histoires comme celle-là ne s'arrêtent pas aux frontières. Partagez si vous connaissez quelqu'un qui a besoin de l'entendre. Likez et abonnez-vous parce que les prochaines histoires auront le même engagement envers la vérité, la même précision et la même absence totale d'indulgence envers ceux qui pensaient s'en tirer facilement. Et si vous traversez vous-même quelque chose de semblable, n'attendez pas, achetez un cahier bleu, trouvez une avocate et commencez à compter. On ne leur doit pas notre silence, on ne leur doit pas notre pardon. On leur doit exactement ce qu'ils méritent, les conséquences de ce qu'ils ont choisi de faire.